C'est toujours un plaisir pour moi et pour les chercheurs, je pense en général, de faire ce genre de présentation à un public un petit peu plus large. Parce que déjà, dans un premier temps, ça nous change un peu de parler de science toujours avec nos collègues, ce qui est très vite fatigant. Mais aussi, je trouve que c'est un exercice qui est très intéressant parce qu'il permet, enfin en tout cas à moi, il me permet de simplifier des notions qui sont parfois compliquées, qui sont parfois abstraites pour le grand public. Donc, comme l'a dit Elena, j'ai essayé d'être le plus compréhensible possible dans cette présentation. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à lever la main, à crier, à me dire à l'aide, je ne comprends pas, et je m'arrêterai avec plaisir. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler d'écologie génétique, mais toujours dans un but d'être le plus compréhensible et que, voilà, que tout le monde comprenne et passe du bon temps. Je me suis dit que j'allais commencer par un glossaire, donc un petit lexique de tous les termes qui vont revenir tout au long de cette présentation, parce que je pense que ça va vous être utile. Alors le premier mot, c'est un terme déjà très compliqué, hein, on commence dans le dur tout de suite. Donc acide désoxyribonucléique, c'est un terme très compliqué, mais vous le connaissez tous, puisque c'est simplement l'ADN. Hein. Tout le monde a déjà entendu parler de l'ADN, d'accord ? L'ADN, la molécule universelle, support de l'information génétique. Nous sommes tous des animaux, nous sommes tous des êtres vivants, et tous les êtres vivants sur Terre ont de l'ADN dans leurs cellules. Cet ADN, il est souvent organisé donc en chromosomes, qui est, je pense, un terme que vous avez entendu aussi. Et cet ADN, il contient donc les gènes. Alors le deuxième terme de ce lexique, c'est les gènes. Alors qu'est-ce qu'un gène ? Un gène, c'est donc l'unité héréditaire de l'information. Donc c'est une partie de l'ADN qui contient de l'information génétique. Et cette information génétique va être transmise à nos descendants. Et cette information génétique, on l'a reçue de nos parents. Et là, en fait, je vous mets en exemple donc une représentation naturaliste du poids de Mendel. Donc Gregor Mendel, qui est considéré comme le papa de la génétique, qui à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle a fait tout un tas d'expériences sur ces poids, justement, qu'il a croisés, observés. Et en fait, son idée, c'était que derrière certains caractères des individus, eh ben, il doit avoir une sorte de qualité intrinsèque aux individus qui fait que certains individus ressemblent à ça, alors que d'autres ne ressemblent pas. Dans le cas des pois, ça va être... il s'est posé la question de pourquoi certains pois sont jaunes, pourquoi certains pois sont verts, et pourquoi d'autres sont plissés, pourquoi d'autres sont lisses. Et en fait, ces qualités intrinsèques dont il parlait, ben, c'est ce qu'on connaît maintenant sous le terme de gène. Donc un gène, c'est ce qui va déterminer un ou plusieurs traits. Par exemple, la couleur des pois. Et donc ces gènes, tout le monde en a tout un tas. Si mes souvenirs sont bons, c'est 30 000 chez l'humain. Et donc on parle de gènes, mais on parle également de génotype. Le génotype, c'est l'information individuelle d'une personne. C'est-à-dire c'est la combinaison, si vous voulez, de tous les gènes qu'a une personne. Ça va être le patrimoine génétique d'un individu, sa carte d'identité génétique, si vous préférez. Donc chaque individu va avoir un génotype particulier. J'ai un génotype particulier, vous avez un génotype particulier. Voilà, c'est une information individuelle. Et comme je vous l'ai dit, cette information, eh ben, on peut la transmettre à nos descendants et on l'a reçue de nos parents. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'hérédité, et c'est un point de détail pour la suite de la présentation, donc ne vous en souciez pas trop, mais vous savez probablement qu'on reçoit tous la moitié du génome de notre papa et la moitié du génome de notre maman. Et en fait, les gènes se transmettent de cette façon. C'est que dans cette simplification, on a un individu ici qui est le père qui va transmettre la moitié de son génome, donc ce gène grand A, à son premier descendant. La maman possède également ce gène grand A et on va avoir donc un descendant qui va avoir un génotype grand A, grand A. Mais parce que le sexe est ce qu'il est, donc c'est-à-dire un mélange de tout un tas de cellules, eh ben on peut avoir des individus avec différents génotypes à partir de génotypes parentaux précis. Donc encore une fois, ne vous attardez pas trop sur les détails de la descendance, mais ce qui est important, c'est que voilà, ce génotype, ces gènes, on les transmet à nos descendants. Et surtout, souvent, ce génotype est associé à ce qu'on appelle un phénotype. Alors le phénotype, tout à l'heure je vous ai parlé de gènes qui étaient associés à des traits, et bien le phénotype c'est l'ensemble des traits, l'ensemble des caractéristiques d'un individu. Et un trait, ça peut être défini par, en fait si vous voulez, un caractère observable chez quelqu'un. Ça peut être par exemple un caractère anatomique. Si je vous demande quel est le phénotype finlandais, probablement vous allez me décrire quelque chose comme ça. Des yeux bleus, les cheveux clairs, la peau blanche. Si je vous demande un phénotype méditerranéen, ben, ça sera plutôt quelque chose comme ça, les cheveux foncés, les yeux marrons. Donc le trait ici est la couleur de l'œil, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, et donc le phénotype va être cet ensemble de traits pour un individu. Donc ça peut être un phénotype anatomique, voilà, comme on l'a vu ici. Ça peut être un phénotype aussi physiologique, donc il ne se voit pas nécessairement à l'œil nu, mais voilà, un exemple tristement célèbre, c'est la mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est une maladie génétique, donc une mutation dans un des gènes, qui cause donc un phénotype malade, donc le phénotype malade qui est d'avoir
un système respiratoire et digestif très abîmé. Mais ça peut être aussi un phénotype comportemental. Il y a énormément de comportements chez les animaux qui ont une base génétique aussi. Donc voilà, le phénotype, ce n'est pas uniquement ce qu'on voit à l'œil nu, mais c'est voilà, l'ensemble des caractères qui constituent un individu. Et alors là, je fais juste une parenthèse courte, mais importante. Tout à l'heure, je vous disais que cet exercice-là de vulgarisation, entre guillemets, il fallait que ça soit simple, mais il ne fallait pas que ça soit simpliste. Et donc souvent, dans cette présentation, je vais parler de génotypes et de phénotypes qui sont associés, mais le lien entre génotype et phénotype n'est pas direct, d'accord ? Tout phénotype n'a pas une base purement génétique. Tout n'est pas génétique. Les gènes ne dictent pas tout chez l'individu. On sait par exemple que l'environnement a énormément d'effets sur les phénotypes. Un exemple de ça, ça va être par exemple, si on reprend la mucoviscidose, le génotype a une très forte contribution parce qu'il suffit d'une seule mutation pour avoir un phénotype malade. Par contre, le système immunitaire, par exemple, il y a une contribution génétique qui va être, je ne sais pas, admettons de 50%. Donc on a des gènes qui créent un système immunitaire dans le corps, mais l'environnement, c'est-à-dire les pathogènes auxquels on va être confronté au cours de notre vie, vont également déterminer ce phénotype immunitaire. D'accord ? Donc là, je veux juste refermer cette parenthèse pour ne pas vous donner une fausse information qui est que tout est génétique. J'y reviendrai pas plus tard. Par souci de simplification, les génotypes dont je vais parler sont souvent très associés à des phénotypes, mais voilà, par conscience scientifique, je ne voulais pas continuer comme ça dans la fausse information. Et donc le dernier terme de ce lexique, ça va être un terme assez simple, c'est le terme de population. Une population, c'est simplement un groupe d'individus d'une même espèce. Ici, nous sommes dans une population, ici, à l'Institut français. Là, je voulais représenter par une population de mouches. On va beaucoup parler de mouches aujourd'hui, je vous préviens. Donc, dans une population, on a un groupe d'individus d'une même espèce. Tous ces individus sont différents. Ils ont chacun un phénotype. Voilà, on voit qu'on a des grandes mouches, des petites mouches. Et ils ont tous aussi des génotypes différents. Voilà, grand A, grand A, grand A, grand A, petit a, etc. etc. Et en fait, c'est cette variabilité inter-individuelle, cette variation dans les populations, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Parce qu'en fait, la variation dans la nature, elle est donc ubiquitaire, c'est-à-dire qu'on la voit partout, à tous les niveaux d'organisation du vivant, on a de la variation. On a la variation de la couleur des yeux, on en a parlé. Voilà, si on regarde des espèces d'oiseaux, on a des variations de forme de bec. Voilà. On a toute une variété de formes, de couleurs dans la nature qui est omniprésente. Et en fait, cette variation, alors non seulement elle est agréable à regarder, mais surtout, c'est un concept qui est vraiment central en biologie, et notamment en biologie de l'évolution. Donc la biologie de l'évolution, c'est surtout ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et la raison pour laquelle cette variation est centrale en biologie, c'est parce que souvent, on décrit la variation, que ce soit génétique ou phénotypique, comme le carburant de l'évolution par sélection naturelle. Parce qu'en fait, c'est le matériau de base à l'évolution. Et donc, pour illustrer en fait, cette idée, j'ai voulu faire un petit rappel, un rappel rapide sur la sélection naturelle, déjà parce que ça ne fait pas de mal, et parce que je pense que ça va illustrer les propos suivants. Donc si on reprend notre population de mouches, on a plusieurs individus, ils ont tous une taille différente, et admettons que cette population soit adaptée à un environnement plutôt froid. On va dire au hasard que ce sont des mouches qui habitent en Finlande. Et au cours de leur histoire, ces mouches, il y a de fortes chances, cette population a de fortes chances qu'elle rencontre un jour un changement environnemental. D'accord ? Alors complètement au hasard, on va prendre un changement climatique. Et par exemple, une augmentation de la température. Donc, au cours de leur histoire, la température dans leur environnement va augmenter. Et ce qui va se passer, c'est que du fait de la variation entre tous ces individus, certains individus vont être résistants à ce changement, mais d'autres ne vont pas l'être. Donc certains vont mourir. Et donc, le résultat de ça, c'est qu'on va se retrouver avec des individus survivants qui vont posséder un phénotype particulier et un génotype particulier. Et comme ils seront les seuls survivants de ce changement environnemental, ce sont eux qui vont se reproduire et c'est eux qui vont transmettre leurs gènes, etc., etc. Et donc, si on reprend un peu de recul sur cette situation, donc on a eu dans le temps, à la base, on avait une population avec un certain phénotype et une certaine variabilité de phénotype et de génotype. Et ensuite, au cours du temps, on a eu un changement environnemental. Et à la fin, on se retrouve avec une évolution de la fréquence de ces phénotypes et ces génotypes. Donc pour être très clair, c'est simplement qu'à la base, il n'y avait pas beaucoup de mouches qui étaient grandes. Et à l'arrivée, on a beaucoup de mouches qui sont grandes, pour être un peu précis. Et finalement, l'évolution, c'est ça. C'est le changement graduel de la variation, qu'elle soit génétique ou phénotypique, d'une population au cours du temps. C'est l'augmentation, le changement de fréquence d'un ou d'autres caractères au cours du temps. C'est tout simplement ça. Et donc, si on remet toutes ces idées dans une frise chronologique, en fait, la variation qu'on observe là dans la nature aujourd'hui, elle est le résultat, donc on l'a vu, d'épisodes de sélection naturelle dans le passé.
Mais la sélection naturelle n'est pas le seul mécanisme de l'évolution. Il y en a d'autres sur lesquels je vais faire l'impasse aujourd'hui par souci de simplification, mais il y a d'autres événements que la sélection naturelle qui peuvent changer la variation génétique d'une population. Les phénomènes de migration, notamment les mélanges entre populations, peuvent changer cette variation. Des événements aléatoires de mutation, des changements environnementaux, etc. etc. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment, ça a passé le crible de tout un tas de mécanismes de l'évolution au cours du temps, et en fait ça porte toujours, les populations portent toujours des signes de tous ces mécanismes. Mais donc à la fois, les populations actuelles peuvent nous renseigner sur les mécanismes du passé, mais on va le voir aussi, cette variation dans les populations actuelles, c'est elle qui va déterminer la réponse à des futurs changements. Comme on l'a vu, selon la variation qu'on a dans une population, s'il y a un changement environnemental, la population va évoluer ou non. Et en fait, ces questions-là, l'étude de la variation pour comprendre les mécanismes de l'évolution, c'est ça, en fait, l'idée de base derrière l'écologie génétique, c'est de comprendre les mécanismes de l'évolution en étudiant la variation génétique des populations naturelles. Et on parle bien de populations naturelles et pas de populations de laboratoire, comme les souris de laboratoire, qui, ça, constitue vraiment la génétique dure, on va dire, la génétique fondamentale. Et en fait, en pratique, souvent, comment ça se passe, une étude d'écologie génétique, c'est que d'abord, on va faire une observation dans la nature. Par exemple, Darwin a observé qu'une espèce de pinson, ils avaient différentes morphologies de bec. Et une fois qu'on a fait cette observation, on va se poser une question et on va formuler une hypothèse. Darwin l'a fait avec son hypothèse de la sélection naturelle. Et alors, ce que ne faisait pas Darwin à l'époque, mais ce qu'on fait nous maintenant en écologie génétique, c'est qu'on utilise les outils de la génétique moderne, donc les outils vraiment moléculaires de la génétique, pour infirmer ou confirmer ces hypothèses, ou répondre au moins à ces questions. Et pour être vraiment très pratique, comment ça marche une étude d'écologie génétique ? En fait, avant tout, c'est surtout, pour moi, c'est aussi un travail naturaliste. Il faut aller dehors et voir ce qui se passe dans la nature. Donc il y a souvent, le point de départ est souvent un travail de terrain, et un travail notamment de collecte d'échantillons, alors que ce soit d'échantillons physiques ou de données, peu importe. Ensuite, une phase en laboratoire où on va donc rapporter ces échantillons et les analyser. Alors dans mon cas, ça va être plutôt des analyses d'extraction d'ADN, ce genre de choses. Ensuite, il y a toute une partie analyse de données que je vais complètement occulter aujourd'hui pour ne pas vous rendre la soirée difficile. Mais globalement, voilà, ça c'est typiquement ça c'est une capture d'écran de mon ordinateur quand je travaille. Voilà, ça fait peur, mais vous en faites pas, je vous en parlerai pas ce soir. Et donc la fin, normalement, du processus scientifique, même en général hors de l'écologie génétique, c'est la transmission de la connaissance, donc c'est la publication d'un article. Alors là, je fais une pub honteuse pour moi-même, parce que c'est un de mes articles, mais on va y revenir, donc c'est quand même un peu pertinent, c'est pas que de l'ego. Alors, du coup, j'ai décidé d'organiser ça, plutôt que de faire une présentation théorique sur les concepts et les idées, etc. Je me suis dit que j'allais vous présenter des exemples très concrets de ce que moi j'ai fait pendant mes recherches, et qui vont nous aider à comprendre ce que l'écologie génétique peut donc nous apprendre sur l'histoire des populations et sur leur devenir. Donc je vais commencer par mes travaux de thèse que j'ai fait, comme Elena l'a dit, au Muséum d'histoire naturelle entre 2013 et 2016 à Paris. Donc c'est là où on va parler de mouches. Et ensuite, je vais vous parler aussi de ce que je fais maintenant à l'Université d'Helsinki, où cette fois, on va parler de poissons. Et vous allez voir que tout va s'expliquer à la fin. J'espère. Alors, le travail de thèse, donc ici on est sur la partie passée. Dans mon titre, il y avait qu'est-ce que l'écologie génétique peut nous apprendre sur l'histoire et sur le futur. Là, on est dans la partie histoire. Donc, retracer l'histoire d'invasion de Drosophila suluki. Alors, qu'est-ce que Drosophila suluki dans un premier temps ? Drosophila suluki, c'est une espèce de drosophile. Je pense que tout le monde connaît la drosophile. C'est la mouche du vinaigre en français. C'est grosso modo la petite mouche que vous avez dans votre cuisine si vous n'avez pas fait la vaisselle, ou c'est la petite mouche qui traîne au-dessus de vos poubelles. Sauf que cette petite mouche-là, la mouche du vinaigre, c'est souvent Drosophila melanogaster. C'est une autre espèce de drosophile. Mais donc ça, on parle d'une mouche qui fait à peu près 3 mm. Mais donc ce n'est pas celle que vous allez retrouver dans votre cuisine, c'est une autre. Et elle a plusieurs particularités par rapport à sa cousine melanogaster, cette mouche. Alors la première, c'est qu'on voit que les mâles possèdent des taches noires au bout de leurs ailes, ce qui lui donne d'ailleurs son nom en français de drosophile à ailes tachetées. Spotted Wing Drosophila en anglais. Et une autre différence avec la mouche qu'on connaît, entre guillemets, c'est que, alors que la plupart des drosophiles adorent les fruits pourris, c'est pour ça qu'on les retrouve au-dessus des poubelles ou des composts ou ce genre de choses. Ouais, ils ont des goûts un peu particuliers, que voulez-vous. Et celle-ci, elle adore les fruits mûrs, elle adore les fruits qui sont encore intacts sur pied. Et le problème de ça, c'est que donc on va les retrouver beaucoup dans les cultures de fruits, notamment de fraises, de framboises, etc. Mais le vrai problème, c'est que l'évolution a doté les femelles de Drosophila suluki d'une arme de destruction massive qui s'appelle l'ovipositeur. Donc l'ovipositeur, c'est un mot compliqué pour dire l'organe de ponte, finalement.
Et donc ça, c'est une photo que j'ai prise au microscope électronique à balayage. Donc c'est un super microscope qui permet de prendre des photos de choses très petites. Donc ça fait à peu près 0,3 mm. Et donc ce qu'on voit sur ce terrible appendice, c'est qu'il y a énormément de dents, donc on dirait vraiment une scie, hein. Et ben, comme une scie, les femelles de Drosophila sulci vont utiliser cet ovipositeur pour percer la peau des fruits, donc des fraises, des framboises, etc. Et y déposer leurs œufs. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que les œufs vont éclore, les larves vont se faire un plaisir de manger l'intérieur du fruit. Et donc forcément, on va avoir une destruction totale de tous les fruits. Et donc c'est pour ça que Drosophila sulci est considéré comme ce qu'on appelle un ravageur des cultures. Donc c'est vraiment une bête qui va détruire donc voilà, les fraises, les framboises, le raisin également. C'est terrible pour les viticulteurs en France ou même en Europe, et un peu partout. Et si ce n'était pas suffisant, en plus d'être un ravageur des cultures, c'est aussi une espèce envahissante. Espèce envahissante, c'est un terme que vous avez peut-être entendu, qui décrit en fait des espèces qu'on trouve à l'origine dans une certaine portion du monde, dans un pays ou dans une région du monde, et qui ont été déplacées, alors soit par voie naturelle, soit par voie humaine, dans un autre environnement où elles vont véritablement pulluler et causer des problèmes souvent, alors que ce soit économiques ou sanitaires. Des exemples d'espèces envahissantes, c'est le frelon asiatique, le moustique tigre, voilà, ce genre de choses peut-être dont vous avez entendu parler. Et donc Suzuki, c'est une espèce envahissante également. Et là, on est vraiment sur une invasion à grande échelle, puisqu'on la retrouve quasiment sur l'intégralité du globe, hein. Là, en gris foncé, on a les présences confirmées, et ça, c'est les pays dans lesquels on pense qu'elle peut un jour aller. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc cette mouche, elle a une origine asiatique, on la retrouve vraiment sur tout le sud-est de l'Asie, donc de l'Inde jusqu'au Japon. Et en fait, pour la première fois, on l'a observé hors de son aire de répartition d'origine, on l'a observé à Hawaï dans les années 80. Puis plus rien pendant quasiment 30 ans. Et d'un seul coup, en même temps, en 2008, on la retrouve sur la côte ouest des États-Unis et dans le sud de l'Europe, dans le sud de la France. Et donc là, premières observations, et forcément premier dégât, les agriculteurs n'avaient jamais vu cette mouche, donc ils ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait. Et ensuite, on a eu une invasion vraiment exponentielle, puisqu'en 2015, elle a déjà envahi la quasi-totalité du continent nord-américain, de l'Europe occidentale, et on la retrouve même dans l'hémisphère sud en 2015, donc à La Réunion et au Brésil. Et en fait, ça s'est passé extrêmement vite, et d'un point de vue scientifique, il y avait énormément de questions qui se posaient, et moi, la question à laquelle j'ai essayé de répondre, les questions auxquelles j'ai essayé de répondre pendant ma thèse, c'est comment cette invasion s'est passée ? Est-ce qu'on avait une origine unique ? Est-ce que tous les pays se sont fait envahir du même point d'origine ? Est-ce qu'au contraire, on avait des routes d'invasion multiples, plusieurs d'origine ? Est-ce qu'on a eu des mélanges de populations ? Vraiment de savoir ce qui s'est passé pendant cette invasion. Et c'est là où, en fait, j'ai appliqué donc, les méthodes de l'écologie génétique. Donc si on reprend ma frise chronologique de tout à l'heure, là, mon idée était vraiment d'observer la variation que j'observais au présent, donc en 2013, et d'essayer de comprendre ce qui s'était passé dans le passé. Donc, je suis ma charte de l'écologie génétique que je vous ai montrée tout à l'heure. On commence par une collecte d'échantillons représentatifs des zones de la répartition mondiale, donc collecter des mouches de tous les pays où on la trouve. Ensuite, une deuxième partie, donc analyse de la variation génétique des populations naturelles. Et enfin, donc, la partie réponse aux questions et aux hypothèses concernant cette histoire de l'invasion. Et alors, je ne vais pas vous mentir, le métier de chercheur, c'est un très beau métier, parce qu'on a de la chance souvent d'aller dans des endroits superbes. Je vous ai dit que c'était avant tout une quête un petit peu naturaliste. Et moi, pendant ma thèse, j'ai eu la chance d'aller au Japon et d'aller également aux États-Unis pour collecter ces mouches. Et voilà, ça typiquement, c'est un exemple de culture de fraises en Californie. Alors évidemment, c'est à l'américaine, c'est étendu sur des hectares, et où je marchais dans ces cultures, et chacune des fraises était vraiment pourrie, infestée de petits vers, vraiment pas très appétissant. Voilà, donc ça, c'était la partie extrêmement sympathique de la thèse. Alors évidemment, voilà, la recherche, c'est sympa, mais on n'a pas énormément d'argent, donc j'ai pas pu aller voyager dans tous les pays, malheureusement. Mais la science, c'est avant tout un travail collaboratif, donc j'ai eu énormément de collaborateurs internationaux qui m'ont envoyé des échantillons d'autres pays dans lesquels je ne suis pas allé. Et donc au total, j'ai pu échantillonner donc 23 populations dans tous les continents où on retrouve la mouche. Et ensuite, donc, la partie analyse au laboratoire, où donc, je suis retourné avec tous ces échantillons au laboratoire pour extraction et analyse de l'ADN. Et ça, c'est un travail que j'ai fait à l'INRA de Montpellier, donc, notamment au laboratoire CBGP, qui est le centre de la biologie centre de biologie et de gestion des populations. Voilà. Donc, une fois de retour au laboratoire, 2 étapes. La première, donc à partir de ces données de génétique, c'était dans un premier temps d'essayer de classer un peu, de faire le tri dans tous ces échantillons, voir qui ressemble à qui, et d'essayer de faire des groupes, de transformer les groupes géographiques en groupes génétiques, voilà, qui ressemble à qui génétiquement,
et ensuite de déterminer la relation entre ces groupes pour essayer de retracer qui était le premier, qui est allé où, etc., etc. Donc ça, c'est les résultats des données génétiques. Donc chaque point est une population. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais 23 populations. Donc si vous comptez, normalement, il y a 23 points. Et chaque point est d'une couleur particulière. En fait, chaque couleur va correspondre à un génotype. D'accord ? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, si 2 points sont de la même couleur, ça veut dire qu'ils partagent un génotype assez similaire. Donc, ce sont des populations qui sont proches génétiquement. D'accord ? Et donc, quand on regarde ça, on constate qu'il y a une certaine cohérence entre la géographie et la génétique, à savoir que voilà, toutes les populations asiatiques ont la même couleur, donc toutes ces populations se ressemblent. Toutes les populations européennes ont la même couleur, elles se ressemblent, ok. Mais populations européennes et populations asiatiques n'ont pas la même couleur, donc ce sont 2 groupes différents. D'accord ? Après, on voit des choses intéressantes. Par exemple, aux États-Unis, il semble qu'on ait 2 groupes. Alors, je ne sais pas si on voit très bien là, mais ces points-là sont violets, ces points-là sont rouges. Donc en fait, aux États-Unis, alors que c'est un même pays, il semble qu'il y ait des différences de génétique entre les populations. Si on regarde les populations insulaires, la Réunion et Hawaï et la Réunion, on a des couleurs différentes. Donc voilà. À partir des données de génétique, on a d'abord 8 groupes différents. Voilà. L'Europe, l'Asie, l'Amérique de l'Ouest, de l'Est, etc., etc. Et donc la deuxième étape, ça va être de déterminer quelles sont les relations entre ces groupes. Et en fait, c'est quasiment un travail de détective, en fait. C'est de formuler et de tester des scénarios qui peuvent expliquer cette invasion. Donc, en fait, c'est presque du bon sens. En fait, on va essayer de formuler des scénarios verbalement pour dire comment ça a pu se passer. Donc là, je vous mets un exemple de scénario parmi tant d'autres. Mais un premier scénario auquel on peut penser, ça va être, on sait que l'Asie est la zone d'origine. Ça, a priori, c'est sûr. Donc on sait que si on fait une sorte d'arbre généalogique de toutes ces populations, on sait qu'a priori, l'Asie va être en haut. Ensuite, on sait que les États-Unis sont arrivés à un moment, donc on peut formuler un scénario selon lequel, d'abord, on a eu une migration de ces mouches asiatiques vers les États-Unis, puis, dans un deuxième temps, une migration de ces mouches asiatiques vers l'Europe, de façon indépendante. Ça, c'est un scénario, par exemple, qu'on peut tester. Un deuxième scénario, ça va être, alors je sais que l'Amérique et la France ont été colonisées en même temps, mais rien ne me dit que peut-être que les États-Unis ont été la source, en fait, de l'invasion de la France. Donc un deuxième scénario va être, on a toujours cet événement de migration de l'Asie vers les États-Unis, mais peut-être qu'on a eu un événement de migration des États-Unis vers l'Europe. Et alors des scénarios comme ça, il y en a des dizaines, vous en doutez, je ne vais pas tous vous les faire, parce que ça va devenir un peu chiant. Mais, et surtout, il y a des méthodes statistiques qui nous permettent d'évaluer tous ces scénarios, de tester les probabilités que chaque scénario soit le plus vrai. Ça aussi, je vais faire l'impasse dessus. Mais voilà, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a établi ces groupes, on va simplement tester des scénarios. Et encore une fois, c'est des scénarios qu'on peut verbaliser, que je pense que chacun d'entre vous peut verbaliser comme ça, comme je viens de le faire. Et une fois qu'on a testé tous les scénarios possibles, on a un scénario final qui nous explique tout. Et c'est cette figure donc, qui apparaît dans la publication. Donc là, c'est le moment où je fais le présentateur météo, où en fait, si on reprend tout le cours de l'invasion en chronologique. Donc, je vous souvenez, origine en Asie, tout se passe bien. Première invasion à Hawaï en 1980. Donc, si on suit la flèche, on voit que en fait, les mouches qu'on a retrouvées à Hawaï, en fait, elles ne viennent pas de Chine, elles viennent du Japon. Donc ça, c'est une première information. Ensuite, on continue. À partir d'Hawaï, on a eu une migration des mouches hawaïennes vers la côte ouest des États-Unis, mais on a eu également, en plus de cette migration hawaïenne, une migration asiatique, cette fois du sud de la Chine. Donc sur la côte ouest, en fait, on a eu un mélange de plusieurs populations, à la fois asiatiques et hawaïennes. Et en fait, ce qui explique, si vous vous souvenez, le fait qu'on avait un groupe un petit peu différent sur l'ouest des États-Unis. Mais en fait, ce groupe différent, il est dû à un mélange entre des populations très différenciées. Ensuite, donc 2008-2009, on continue. Là, cette fois, une dispersion assez classique, on va dire, vers l'est des États-Unis. Donc toutes ces mouches-là sont parties à l'est. Ensuite, si on prend le cas de l'Europe, pareil, on a une origine asiatique dans le sud, historiquement, donc en 2008, cette fois qui vient du nord de la Chine plutôt. Ensuite, une dispersion de ces populations vers le nord, et puis encore une fois, un mélange. Donc en fait, on a eu un mélange des deux scénarios que je vais présenter. C'est-à-dire que oui, effectivement, on a eu une invasion qui venait d'Asie, mais on a aussi eu une invasion qui venait des États-Unis. Donc tout un tas de mélanges de mouches qui se sont passées en Europe du Nord. Et si on continue après, là, ça rejoint plus des considérations, on va dire, géopolitiques. La Réunion a été probablement colonisée par des mouches qui venaient de France. Alors ça se comprend, la Réunion, la France, on connaît. Et également le Brésil, a priori colonisé par des mouches des États-Unis. Mais donc tout ça, pour résumer, c'est que grâce à ces informations de variation génétique, on a pu vraiment retracer toute l'histoire, et notamment une histoire très complexe d'invasion. Voilà, on a mis en évidence des origines multiples, des populations tête de pont. Donc on parle de population tête de pont quand une population envahissante sert elle-même de source d'invasion.
Et on a eu plein de mélanges entre populations, etc. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue purement fondamental, hein, génétique. Moi, je trouve ça très intéressant. Mais c'est intéressant aussi d'un point de vue un petit peu plus appliqué, parce que comme on est dans le cas d'une espèce ravageur des cultures, c'est intéressant de savoir quelles routes sont empruntées par ces espèces pour essayer de mettre en place des mesures de quarantaine ou au moins des mesures de... voilà, c'est ça, des mesures de quarantaine. Voilà. Donc, en résumé, on reprend toujours notre fil rouge. À partir de ce que j'ai observé dans le présent, j'ai pu retracer toute l'histoire de cette espèce, et notamment de mettre en évidence des événements de migration, de mélange génétique, etc., etc. Voilà, maintenant, ça c'était pour la partie passée. Maintenant, on va parler de l'avenir. Alors, loin de moi l'idée de dire que je suis un liseur de bonne aventure ou quoi que ce soit, mais je vais essayer de vous convaincre que, avec la même approche, on peut également savoir le futur. Alors, l'espèce, cette fois, on change complètement. On n'est plus du tout sur les mouches, on est sur un poisson qui s'appelle l'épinochette, Pingitus pingitus. L'épinochette, c'est un tout petit poisson qui fait à peu près cette taille, et qui a une particularité morphologique, phénotypique, c'est qu'il possède en fait des petits pics sur le dos, entre 8 et 10, mais souvent 9, et en fait ce qui lui donne son nom en anglais, qui est le Nine Spine Stickleback. Voilà, c'est 9 pics sur le dos. Et en fait, cette espèce, elle est intéressante, parce qu'à la base, on la retrouve dans des habitats marins, donc dans la mer, hein. Donc on la retrouve dans la mer Baltique. Là, si vous allez pêcher à Helsinki, probablement vous pourrez en avoir. On la retrouve aussi en Russie, on la retrouve dans l'océan Atlantique. Et en fait, les populations qu'on retrouve dans la mer, c'est des poissons qui sont assez petits, hein, qui font entre 2 et 3 mm. Mais en fait, la chose intéressante, c'est qu'on la retrouve dans la mer, mais on la retrouve aussi dans des lacs qui sont très très très, très loin de la mer et qui sont isolés en fait dans la forêt. Et en fait, ça, c'est parce que, peut-être le savez-vous, mais il y a eu une période glaciaire il y a des milliers d'années. Et en fait, quand la glace s'est retirée, en fait, la mer et les terres étaient connectées par de l'eau, puis l'eau s'est en allée, mais a laissé des lacs. Hein. Vous savez, en Finlande, il y a énormément de lacs. Et en fait, les poissons se sont retrouvés simplement bloqués dans ces lacs. Et donc, ils ont évolué comme ça dans ces lacs pendant des milliers de générations. Et le résultat de cette évolution, c'est que on a la même espèce, hein. C'est pas deux espèces différentes, mais on a un phénotype qui est complètement différent parce qu'on a des individus dans ces lacs qui sont devenus géants. Géants, toute proportion gardée, on parle de 6 à 10 mm, hein, c'est pas du requin blanc non plus. Mais quand même, on a quasiment on a des individus qui ont triplé de taille, qui ont même une morphologie au niveau de la tête qui est très différente, enfin tout un tas qui ont évolué tout un tas de caractéristiques très très différentes. Qui, moi, m'intéresse dans mon projet, j'en parlerai pas tout de suite, je vais m'intéresser à un cas particulier. Mais voilà, juste cette espèce, on la retrouve dans la mer, on la retrouve dans les lacs. Et en fait, la particularité écosystémique, écologique, environnementale de ces habitats, c'est que dans la mer, ces populations, elles sont de très grande taille, en nombre d'individus. C'est-à-dire qu'une population, par exemple à Helsinki, ça va être entre 20 000 et 30 000 individus. Qu'il y a énormément de connectivité entre ces populations, parce que dans la mer, il n'y a pas énormément de barrières physiques, hein, il n'y a pas de montagnes, ce genre de choses, donc les populations peuvent migrer, se mélanger, etc. Et en fait, la résultante de ces deux facteurs, ça va être que les populations dans la mer ont une énorme variabilité génétique. Elles sont très très variables génétiquement. D'accord ? À l'inverse, dans les lacs, on a des toutes petites tailles de population. Là, on est plutôt sur la centaine, maximum le millier d'individus. Ces populations sont entièrement isolées. Donc on peut avoir deux lacs qui sont à 5 km d'écart, mais comme il n'y a pas de ruisseau ou pas de rivière entre ces deux lacs, les populations ne peuvent pas se mélanger. Et donc du fait de ces deux facteurs, on a des populations avec une variabilité génétique très très faible. Donc vraiment des individus qui sont quasiment, pas identiques, mais qui sont très très proches génétiquement et phénotypiquement. Et une autre caractéristique, c'est que les poissons de la mer, forcément, ils sont adaptés à vivre avec d'autres poissons, et notamment avec des prédateurs. Et les poissons lacustres, à l'inverse, ils sont adaptés à un environnement quasiment sans prédateurs. Ou en tout cas, ils sont la seule espèce de poisson dans ces lacs. Alors peut-être à l'occasion, il y a un ou deux oiseaux qui peuvent se faire un casse-croûte, mais c'est quand même assez rare. Et donc si on réfléchit à ça, au fait que ces populations de lacs, elles ont une très très faible variation génétique, et si on réfléchit à l'image que je vous ai présentée tout à l'heure de la population de mouches qui était adaptée au froid et qui subit un changement environnemental, là c'est un petit peu pareil. On a une population qui n'est pas adaptée au froid cette fois, mais qui est adaptée à l'absence de prédateurs, d'accord ? Et cette fois, par contre, on a une très faible variation génétique. Donc c'est-à-dire que tous les individus sont sensiblement identiques. Alors sensiblement, ce ne sont pas des clones, mais ils sont quand même assez identiques. Donc si on applique à cette population un changement environnemental, cette fois sous la forme d'un prédateur, il y a de fortes chances que du fait de la ressemblance entre tous ces individus, si tous ces individus sont sensibles aux prédateurs, la population
présentent un fort risque d'extinction. D'accord ? Et en fait, c'est ça la question que je me pose dans ce projet, et c'est là le côté un petit peu avenir de la question, c'est que est-ce que ces populations isolées des pinochettes peuvent encore répondre à un changement environnemental du fait de leur très très faible variation génétique. Donc voilà, les questions et hypothèses qu'on peut se poser, ça va être que, par exemple, probablement, ces poissons-là, en présence de prédateurs, vont avoir une survie plus faible que les poissons marins qui, eux, sont très variables génétiquement. Et ces populations peuvent présenter un risque d'extinction très élevé. D'accord ? La charte de l'écologie génétique, c'est toujours la même, vous la connaissez maintenant. On commence par une collecte d'échantillons, donc représentatifs cette fois des habitats de lacs et de la mer. Des analyses en laboratoire où on va simuler de la prédation et faire des mesures de probabilité de survie. Et donc une comparaison entre groupes, à savoir comparer les poissons de lac et les poissons de mer. Encore une fois, mes photos de vacances, alors c'est moins exotique que le Japon et les États-Unis. Cette fois, c'est dans le parc national d'Oulanka, ici en Finlande, enfin là-haut, vers Kuusamo. Et donc c'est toujours un plaisir d'aller là-bas. J'ai eu la chance d'y aller pendant 2 ans d'affilée. Voilà, ça c'est typiquement le genre d'environnement où on échantillonne. Bon, vous doutez bien que c'est un échantillon choisi de photos. Il ne fait pas toujours beau comme ça. Voilà, j'ai des photos bien pires où il faisait 5 degrés en plein mois de juin. Mais voilà, donc ça c'est typiquement les lacs où on échantillonne dans le nord de la Finlande. Et après, voilà, on récolte ces poissons et on les ramène au laboratoire. Donc voilà, ces 3 populations de lacs, donc c'était en partenariat, enfin avec l'aide en tout cas de la recherche, de la station de recherche d'Oulanka. Donc c'est dans la région de Kuusamo, donc il y a 3 lacs qui sont espacés de une cinquantaine de kilomètres maximum. Et pour la mer, j'ai échantillonné cette fois surtout sur la côte ouest de la Finlande, donc du côté d'Oulu, vers Pori, et à la station marine de Tvarminen. Donc ça, c'était mes populations, voilà, toujours dans l'optique de comparer les populations de lac et les populations de la mer. Ça, c'était mes échantillons marins. Voilà, donc ensuite, on a tous ces poissons, on est revenu au laboratoire. Maintenant, il faut faire des expériences. Donc tout le travail que je vais vous présenter, tous les résultats que je vais vous présenter, c'est le travail d'Elisa Paillevieux, qui est mon étudiante de master, donc qui fait sa thèse de master avec, je sais pas comment on appelle ça, rapport de master avec moi. Et donc ces expériences qu'elle a mis en place. Alors j'espère que la vidéo m'a arraché, mais l'idée, donc encore une fois, l'idée c'est d'avoir une approximation, d'avoir une idée de comment ces poissons peuvent survivre en présence ou pas de prédateurs. Mais alors évidemment, nous ne sommes pas des monstres. D'accord. Bon. Mais donc l'idée c'est qu'un poisson, quand il a possibilité d'avoir de la nourriture, il y a un choix qui va se faire. Il va hésiter, là vous le voyez, il ne sait pas trop, il y va pas. Parce que c'est vraiment une question de vie ou de mort dans la nature. Le comportement exploratoire, c'est vraiment un compromis entre aller chercher de la nourriture, donc survivre, mais aussi potentiellement se mettre à découvert d'un prédateur. Donc là, a priori, il n'y a pas assez de nourriture pour le poisson pour vraiment faire l'effort de se dire « Ah non, j'y vais pas, il n'y a pas assez à manger ». Mais là, je rajoute un petit peu de nourriture dans le milieu. C'est des petits vers qu'on leur donne à manger. Et là, théoriquement, voilà. Donc pourquoi en fait on a utilisé ces mesures, et donc c'est ça qu'Elisa a mesuré, c'est ces comportements d'exploration, de prise de risque, parce que en fait c'est comme ça qu'on relie en fait ces comportements à la probabilité de survie, parce qu'évidemment on n'est pas des monstres, on ne va pas donner en pâture ces poissons dans des arènes avec des prédateurs et voir s'ils survivent ou pas, c'est pas très éthique. Donc il nous faut ce qu'on appelle des proxys, donc des approximations de la survie. Donc là dans ce cas-là on a utilisé, Elisa a mesuré des données comportementales. Et donc, elle et moi, on s'est mis en tête vraiment de designer cette expérience. Donc, on s'est dit qu'on allait fabriquer des aquariums test. Donc, c'est des aquariums de cette taille, qui faisaient à peu près 100 litres, dans lesquels on avait une partie, donc séparée évidemment par du plexiglas, une partie avec des perches, donc qui sont les prédateurs naturels des épinoches, et de l'autre côté, une partie expérimentale où on allait mettre nos poissons. Et en fait, il y a plusieurs choses qu'elle a mesurées. Elle a d'abord mesuré donc, cette capacité d'exploration, c'est la vidéo qu'on vient de voir. Donc à la base, le poisson est dans un petit tube gris comme ça, et puis il décide ou pas de sortir, voir ce qui se passe dehors. Et un autre comportement qui était cette fois vraiment l'acquisition de la nourriture. Donc encore une fois, le choix était de se cacher dans un refuge ou d'aller chercher la nourriture. Et le petit twist, c'était qu'on mettait la nourriture de plus en plus proche du prédateur pour voir vraiment à quel point le poisson était audacieux ou non. Et donc, elle a fait toutes ces mesures de comportement d'exploration et d'acquisition de la nourriture, en absence ou en présence de prédateurs, bien sûr, il nous fallait toujours un contrôle. Et elle a comparé donc, les poissons marins
lacustre, et à partir de ces données, donc, elle a pu estimer la probabilité de survie de tel ou tel type de poisson en présence de prédateurs. Donc ça, voilà, c'est juste pour vous montrer, comme tout à l'heure, je vous montrais des photos, voilà, être chercheur, c'est être explorateur, mais être chercheur, c'est aussi être plombier et un peu architecte. Ça, c'est ce qu'on a construit, hein, globalement, avec Elisa. Voilà, on a dû se creuser la tête pour comment construire, voilà, à partir d'un aquarium, des arènes. Parce qu'évidemment, il nous fallait un traitement avec et sans prédateurs, donc il fallait que les deux environnements soient exacts pour pas qu'on ait de biais dans notre expérience. Donc ça a pris énormément de temps. Mais voilà, une fois que c'était fait, on a pu mettre nos poissons à l'intérieur et c'était super. Donc ça a été un travail de titan et je remercie et vraiment j'applaudis Elisa sur son travail. Et voilà, donc les résultats qu'elle a obtenus, enfin un des résultats qu'elle a obtenus, c'est qu'effectivement, si on regarde la probabilité de survie en fonction du temps, en présence de prédateurs, ce qu'on regarde, c'est qu'au cours du temps, les poissons marins vont avoir une probabilité de survie bien supérieure. Donc on a environ 60% après donc 300 secondes, c'est 5 minutes. Hein. Après 5 minutes, on a 60% des poissons marins qui sont encore vivants, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas décidé de prendre le risque de sortir. Alors que chez les poissons lacustres, on a vraiment une chute de la probabilité de survie immédiate. On descend à moins de 25, enfin quasiment 20% après quelques secondes. Donc effectivement, on répond à notre question et à notre hypothèse de départ qui était que la probabilité de survie des poissons de lac est faible par rapport aux poissons marins. Et donc ils vont avoir un risque effectivement élevé d'extinction au cours du temps. Et donc dans ce cas précis, une conclusion de ça, c'est que finalement réintroduire des prédateurs dans ces lacs, ça serait vraiment pas une bonne idée. Alors ça peut paraître un peu anecdotique hein, comme question, on se dit qui va s'amuser à aller faire ça. Justement, c'est arrivé à Onkilampi, qui est en fait, normalement, je vous ai dit que j'avais échantillonné 3 lacs. Normalement, on en échantillonne 4 tous les ans. Mais sauf quelle ne fut pas ma surprise en arrivant la première année, en fait, d'aller poser des pièges donc, pour essayer d'attraper mes épinochettes et de ressortir en fait uniquement des perches. En fait, quelqu'un pour le sport, hein, c'est ce qui se fait souvent pour la pêche, à libérer des perches dans ce lac. Et manque de bol, ces poissons qui n'étaient pas adaptés, qui n'avaient pas suffisamment de variation et de défense contre ces prédateurs, tout simplement la population s'est éteinte. Voilà. Alors, juste pour résumer, pour nos questions qui nous intéressaient, oui, on a effectivement donc un risque d'extinction élevé dans les populations qui sont peu diversifiées génétiquement. Mais alors là, vous allez me dire, finalement, les épinochettes, on s'en fout, non, c'est pas très grave, quoi. Ça se mange même pas en plus. J'ai jamais essayé. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant avec ces résultats, et ça vaut aussi pour ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les mouches, c'est que finalement tout ça, on le fait pour une raison, je vais l'avouer, hein, parce que ça nous amuse, parce que moi je trouve ça génial de faire ça en laboratoire, et surtout ça m'intéresse profondément de comprendre comment, même comment la plus petite espèce fonctionne dans sa nature, je trouve ça fascinant. Mais c'est aussi des résultats qui potentiellement peuvent être généralisables à d'autres espèces. Et typiquement, des populations petites qui sont faiblement diversifiées génétiquement, c'est quoi? C'est les espèces en voie d'extinction. Voilà, tout ça, c'est typiquement des cas qu'on retrouve. Et donc, en fait, comprendre comment les mécanismes de l'évolution fonctionnent avec ces espèces, ça nous permet d'en savoir plus sur d'autres espèces, potentiellement. Alors, encore une fois, hein, comme je l'ai dit la parenthèse tout à l'heure, le lien n'est pas direct, mais ça apporte des pistes. Et surtout, il y a des espèces avec lesquelles on peut travailler. Les mouches, les poissons, ce sont des espèces modèles. Hein. Je ne peux pas ramener des pandas au laboratoire, ça va être compliqué de faire des expériences dessus. Pas très éthique en plus. Mais de la même façon, les résultats que je vous ai montrés tout à l'heure sur les mouches, là, moi, ces méthodes, je les ai utilisées pour retracer l'histoire de colonisation de ces mouches, mais c'est typiquement ce que mes collègues du Musée de l'Homme faisaient pour retracer l'histoire de la migration humaine. Donc on en sait plus maintenant sur comment l'espèce humaine est sortie d'Afrique et s'est baladée partout dans le monde grâce à ce genre de technique. Donc voilà, c'est ça en fait un petit peu ce que je veux que vous reteniez de cette présentation. C'est déjà que la variation biologique est indispensable à l'évolution. Globalement, même la variation, la diversité, c'est une bonne chose globalement. Que l'écologie génétique, elle permet, donc, par le biais de ces méthodes de collecte dans la nature, de travail en laboratoire et d'analyse génétique, d'en savoir plus sur l'histoire des populations. Donc on peut en apprendre sur le passé, c'est ce que je vous avais promis dans le titre. Mais aussi, donc, on peut estimer la capacité de réponse à des changements potentiels futurs. Et effectivement, ça, on le sait tous, hein, les changements potentiels futurs, on sait tout ce que c'est. Les changements climatiques, etc., c'est quelque chose qui arrive maintenant. Donc ces études-là, c'est pour ça qu'elles sont importantes aussi. C'est pour essayer de comprendre comment vont répondre les populations naturelles à ces changements imminents. Voilà, et écoutez, j'espère que c'était clair. Je remercie évidemment tous les gens qui m'ont aidé, que ce soit au Muséum, à Montpellier, pendant ma thèse, les gens ici qui travaillent avec moi maintenant.
Mes directeurs de thèse, donc Céline Tepeschi et Vincent Debat au Muséum, et Juha Merila, qui est professeur à l'Université d'Helsinki, qui est mon patron actuellement. Et merci à vous de m'avoir écouté.